Je ne devrais pas bouger. On dit même que je deviens dangereuse. Ce djinn qui me possède doit être un mal, car je ne supporte plus la vue de mon mari, ni d'ailleurs celle, plus rare, de mon père ou de mes oncles. Ce djinn doit être amoureux de moi. On dit qu'il se serait probablement infiltré dans mon corps quand j'étais plus jeune, sûrement lors d'une visite chez mes grands-parents, car il y a dans leur maison un grand baobab, et l'on sait que les baobabs sont les demeures des djinns. On confirme que je suis folle, on commence à m'attacher, il paraît que je cherche à fuir, ce n'est pas vrai, je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer, de voir la lumière du soleil? Pourquoi prive-t-on d'air? Je ne suis pas folle si je ne mange pas. C'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, de mon estomac si noué, qu'aucune goutte d'eau ne peut plus y accéder. Je ne suis pas folle si j'entends des voix. Ce n'est pas celle du djinn, c'est juste la voix de mon père, la voix de mon époux et celle de mon oncle, la voix de tous les hommes de ma famille. Mounial, Mounial, patience. Ne les entendez-vous pas, vous aussi? Je ne suis pas folle. Si je me déshabille, c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre. C'est pour mieux humer le parfum des fleurs et mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue. Trop d'étoffes m'ont déjà étouffée de la tête aux pieds. Des pieds à la tête. Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer? Pourquoi m'empêchez-vous de vivre? Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup Clémence qui vient de Metz pour nous lire ce passage du livre lauréat du Goncourt des lycéens 2020, Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes. Bienvenue ici au 4 bis à Rennes pour cette rencontre du Goncourt des lycéens. C'est la 30e rencontre, une rencontre un petit peu spéciale avec un dispositif en visio, mais des lycéens ici sur ce plateau. Et puis l'éditrice et la lauréate de l'édition 2020 qu'on accueillera dans quelques instants. Je m'appelle Thibaut Boulet, je suis journaliste et je suis ravi de passer ce temps exceptionnel en votre compagnie. Alors, par visio, vous êtes peut-être derrière vos écrans au lycée et il y a des représentants ici donc avec vous sur ce plateau. C'est bien, Ingrid et Joël Le Sueur, d'avoir réussi à bâtir cette rencontre 2020 malgré les vents contraires. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes très très heureux en tant que membre de l'association et coprésident de l'association Bruit de Lyre, donc, mandaté par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour organiser les rencontres nationales du prix Goncourt des lycéens à Rennes après la proclamation. Et nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi autour de votre lauréate, avec votre lauréate du prix Goncourt 2020, Concours des lycéens 2020, Djaïli Amadou Amal, et donc son éditrice, Emmanuelle Collas, ici dans ce bel espace mis gracieusement à notre disposition par le 4 bis Information Jeunesse. Alors, les rencontres nationales du prix Goncourt des lycéens de Rennes prennent traditionnellement place après la proclamation. Elles sont rendues possibles grâce au soutien par des subventions accordées à l'association Bruit de Lyre, par le ministère de l'Éducation nationale, par la région de Bretagne, par la ville de Rennes, par le rectorat de Rennes et par la DRAC Bretagne. Que tous ces partenaires fidèles soient chaleureusement remerciés pour leur engagement et leur soutien. Cette année, Thibaut donc, l'a dit, effectivement, on vous propose un format inédit et nous sommes heureux d'être parvenus à cette proposition-là avec des lycéens sur scène avec leur lauréate. Bienvenue à tous. Joël Le Sueur qui co-préside avec Ingrid de l'association Bruit de Lyre qui coordonne ces rencontres nationales du Goncourt des lycéens. Donc bienvenue à tous les lycéens qui sont présents, qui nous ont rejoints. Et j'ai une pensée particulière, c'est un petit peu à elle qu'on va dédier cet échange, à Lou du Carteron, du lycée Albert Schweitzer du Raincy, qui aurait dû être avec vous et qui, vous savez que la région parisienne est confinée, donc elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, et son professeur aussi, Xavier Damas, qui devait être avec nous. Donc on pense à eux et puis on les salue de loin. On espère qu'ils sont devant leur écran. Bienvenue aussi évidemment à tous ceux qui sont derrière leur écran, dans les 56 lycées qui ont participé au Concours des lycéens et qui soit vont suivre en direct, soit auront l'occasion de suivre un petit peu plus tard, puisqu'il y aura un film, possibilité de suivre en replay comme on dit aujourd'hui. Et bienvenue surtout évidemment
à la lauréate Djaïli Amadou Amal et à son éditrice Emmanuelle Colas qui vont nous rejoindre très bientôt. Et merci à tous. Merci à vous deux et bravo déjà d'avoir réussi à monter cette édition. Retour ici au 4 bis à Rennes pour ces rencontres nationales du Goncourt des lycéens. Avant de retrouver nos deux invités, on reste encore en compagnie du lycée Ernest Renan, décidément, avec une vidéo. On peut demander à Suzy, d'ailleurs, est-ce que tu peux prendre le micro, Suzy ? C'est une vidéo que vous avez réalisée au lycée dans le cadre du Goncourt, forcément, et critique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Premièrement, on a montré une grande partie de la classe, même si là, dans l'extrait, on en voit assez peu, mais on voit quand même notre professeur de philo et notre professeur de littérature, qui, je pense, sont vraiment des disciplines qui nous portent et qui aussi ont fait peut-être monter nos critiques et qui sont peut-être pour ça qu'on est lauréate, sans vouloir nous jeter des fleurs, évidemment. Ils sont passés un petit peu derrière, vous ont conseillé, voilà, relu, ça, etc. Exactement. Et si on a voulu montrer notre classe aussi, c'est parce que notre classe et nos discussions qu'on a pu avoir entre nous a énormément porté justement nos critiques et notre réflexion. Et ça a énormément nourri notre réflexion. Et donc on a aussi voulu montrer un peu des plans de la ville de Saint-Brieuc pour faire notre petite promotion personnelle. Allez, carte postale de Saint-Brieuc tout de suite. Eh bien voilà, nous voici de retour à Rennes après cette carte postale de Saint-Brieuc offerte par le lycée Ernest Renan. Et nous ont rejoint sur ce plateau la lauréate du Goncourt des lycéens 2020, Djaïli Amadou Amal, et son éditrice Emmanuelle Colas. Bonjour à toutes les deux, merci d'être venues. Merci d'avoir accepté l'invitation des lycéens. Donc, il y a des lycéens ici sur ce plateau et puis il y en a également dans leur classe ou chez eux, derrière leur écran ou sur le grand écran de la classe. Ils nous suivent et ils vont participer avec nous grâce au chat. Vous pouvez, si vous êtes en classe, nous envoyer également des questions ou des réactions. Ici, sur ce plateau, nous avons entendu tout à l'heure Clémence qui a lu un extrait du roman lauréat. Clémence, tu viens de Metz. À côté de toi, Léo qui vient de Hérouville, donc en Normandie. Héloïse de Lannion, bonjour. Et de l'autre côté, nous avons Louane de Auray, lycée Benjamin Franklin. Inès de Hyères, c'est loin, Hyères. Hein. Et Suzy, qu'on a déjà entendu 20 fois depuis le début de cette retransmission, du lycée de Saint-Brieuc. Est-ce que, Inès, tu ne veux pas démarrer pour une question, plus sur ce succès autour du roman, ce prix Goncourt des lycéens. Première question. Selon vous, est-ce que la littérature est assez puissante pour défendre une cause ? Ah ouais, carrément, comme ça, on démarre avec ça, bam.
Voilà. Très, très bonne question. J'adore. Oui. Voilà, oui. Oui, d'abord, tout d'un coup. Pour moi, du moins, quand j'ai décidé d'écrire, immédiatement, c'est-à-dire la vraie et seule motivation, c'était de pouvoir faire changer les choses. C'est de pouvoir porter la voix des femmes. C'est de pouvoir dire les souffrances, de pouvoir dire leurs conditions, de pouvoir raconter ce qu'elles ressentent, de pouvoir évoquer tous ces sujets qui sont des sujets tabous pour nos sociétés. Donc, et tout de suite, évidemment, ça a marché parce que ça fait 10 ans que je publie. Les Impatientes, c'est mon 3e roman. Et évidemment, on voit quand même le travail qu'il y a eu sur 10 ans. Et on voit très bien que grâce à la littérature, on peut faire un plaidoyer, on peut sensibiliser, on peut évoquer des sujets de plus en plus graves, difficiles, pour espérer trouver des solutions à la fin. Donc la littérature, oui, peut et doit défendre des causes. Et une cause qui prend, en tout cas c'est comme un haut-parleur surpuissant quand en plus ce livre remporte un prix comme le Goncourt des lycéens. Et c'est grâce à ces lycéens ici présents et ceux derrière leur écran que vous avez remporté ce prix. Est-ce qu'on peut faire un petit flashback, un petit retour en arrière? Vous étiez où lorsque vous avez appris que vous étiez couronné de ce Goncourt des lycéens? Rappelez-nous, alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, etc. Eh bien, déjà, tout le long, parce que j'étais venue déjà en France en septembre et pour la sortie du roman. Et c'est à ce moment qu'on apprend déjà la première sélection du concours, que nous sommes déjà sur la liste. Évidemment, on ne nous donnait pas gagnant de quoi que ce soit et tous les commentaires que nous avons pu suivre, justement, c'était pour nous mettre le moral au plus bas. Mais heureusement qu'Emmanuelle est là et elle ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Et elle y a cru dès le début et elle continue à y croire. Et voilà, elle soutenait, elle était persuadée, on va y arriver, on y tient. Et puis voilà, la 2e sélection, 3e sélection, le concours des lycéens. On a dû faire des efforts pour que je puisse être là. À la salle, à la FNAC, pour pouvoir parler justement avec les lycéens, au même titre que tous les autres candidats, justement. Et pour pouvoir y arriver, puisqu'on était quand même en plein confinement en France, et moi j'habite au Cameroun, eh bien, l'argument qu'Emmanuelle a sorti, c'était que c'était un concours et que j'avais le droit d'être dans le même cadre que les autres. Et voilà, donc, ce jour de la proclamation du prix Goncourt des lycéens, déjà, on était quand même déçus, puisqu'on était finaliste du concours et puis on ne l'a pas eu. Et Emmanuelle disait, c'est bon, c'est les jeunes, tu vas voir, ça va bien se passer et tout. Et puis moi, je me disais, il ne faut pas que je me donne trop d'espoir parce que je ne sais pas comment ça va se passer du tout. Donc, j'attendais. Et puis, on s'est retrouvés ce jour-là ensemble. C'est une équipe de femmes. Donc, on s'est retrouvés d'abord à l'appartement de l'associé d'Emmanuelle. Et l'idée, c'est qu'on puisse, toutes celles qui ont travaillé dès le début, dès la sortie du roman, l'attachée de presse qui est une femme, celle de la distribution, celle qui s'occupe des librairies, etc. Toutes les femmes, les dames qui étaient là et qui ont travaillé, nous étions donc toutes là et on attendait le résultat. Évidemment, il y en a nous étions toutes stressées, mais il y en avait qui faisaient semblant de ne pas être stressées, comme elle. Et qui va à ses occupations. Et moi qui essayais de la faire stresser, Emmanuelle, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Elle disait, je ne marche pas là-dedans, va prendre ton café et puis laisse-moi tranquille et attends. Et on devait attendre un coup de fil, en fait. Et bon, après, j'ai dit, bon, d'accord, je vais me dire que je ne l'ai pas et puis c'est bon. Et puis, je me souviens que j'avais à un moment très, 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 très froid. Et puis, elle a commencé à crier. Et toutes les autres se sont mises à crier. Et comme moi, je ne peux pas crier fort, je me suis mise à pleurer. Voilà. Et c'était qui au bout du fil, alors, Emmanuelle? Alors, en fait,
c'était un grand moment et en effet, c'est la personne que j'attendais, c'était tout simplement la personne qui s'occupe à la FNAC avec vous, qui devait m'appeler. Et je savais à peu près à quel moment, puisqu'en fait, ils appellent tous les candidats. Et simplement, le premier est appelé le premier. Et j'avais une petite idée de l'heure et j'essayais de les faire patienter. Alors nous, en effet, on était rassemblés. Il y avait une chose importante, c'était toutes les générations, puisqu'il y avait aussi ma fille qui m'accompagne dans cette maison d'édition. Elle n'est pas beaucoup plus âgée que vous, puisqu'elle a 21 ans et qu'elle m'a toujours accompagnée. Elle nous a accompagnées toutes les deux. Et puis, il y avait mon associé, il y avait donc toutes ces femmes autour. C'est une équipe de femmes. Et nous, en effet, on était stressés. Mais on avait fait le travail, on avait fait le chemin, on vous faisait confiance. Et quelque part, moi, de toute façon, il faut tenir dans ces cas-là. Il y a quelqu'un qui tient. Et si vous voulez savoir ce qu'on faisait, nous, mon associé et moi, pendant ce temps-là, on faisait la cuisine. Et je me souviens très bien que je tournais les oignons dans la poêle. Et j'avais le téléphone là qui allait sonner. Et je regardais les minutes passer et je continuais à tourner pour pas que ça brûle, puisqu'on faisait la cuisine pour nous toutes. C'était un grand moment de partage, quoi qu'il arrive. C'était très important. On avait travaillé tout ce temps-là, tout le temps, H24. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Et ce moment-là, quoi qu'il arrive, on le partageait ensemble. Et donc, à un moment, le téléphone a sonné. C'est vrai que c'était un peu... J'ai entendu « c'est vous ». J'ai répondu « c'est nous ». Et là, mon associé m'a regardé, je lui ai dit « c'est nous » en criant. Et derrière, dans l'autre pièce, j'ai entendu un énorme cri « c'est nous ». Et puis, en effet, elle pleurait. Non, moi, je vais te demander aussi. Tu es sûre? Incroyable. Rappelle-le pour être sûre. Arthur. C'était un moment extraordinaire. C'était l'aboutissement, en fait, de beaucoup de choses, de beaucoup d'émotions. C'était super. Et puis, il faut rappeler que ce jour-là, ce qu'elles ont préparé à la cuisine, je n'ai pas mangé parce qu'elles m'ont empêché de manger. Elles m'ont dit, vite fait, va te préparer, va t'habiller, va te maquiller, c'est fini, tu ne manges plus. Clémence, tu étais présidente du jury. Qu'est-ce que tu gardes de cette journée? Tout d'abord, le micro. Cette journée a été pleine d'émotions, du coup. J'ai été touchée de voir Djaïli Amadou Amal en visio, du coup, mais quand on a élu du coup Les Impatientes comme livre, je le savais déjà un peu dès le début que ça allait être lui. J'avais un peu une intuition comme ça, et j'étais fière de lui dire de vive voix que c'était elle qui avait gagné. Du coup, j'étais émue aussi parce que voilà. C'était aussi l'aboutissement d'une aventure qui est très concentrée en fait dans le temps, à partir du moment où vous avez les livres, la lecture, les réunions, etc. Vous aussi, j'imagine que c'est la fin d'un truc, quoi. Même si on se retrouve là, mais... Oui, bien sûr. Après, c'est la fin d'une super belle expérience parce que on a fait la rencontre de plein de jeunes qui aussi on a tous partagé en soi les mêmes émotions, les mêmes lectures. Donc, on a pu partager notre goût de la lecture, en fait. Louane de Auray, comment se passait concrètement cette année de Goncourt un peu spéciale? Vous n'avez pas pu vous voir, etc. Toi, pourquoi tu t'es engagée en septembre à dire « Allez, je les lis, tous ces livres » ? Déjà, j'aime bien lire. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais en plus, là, c'était découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles expériences. Désolée. Et je sais pas, c'est venu comme ça, j'ai bien aimé. Et une fois qu'on est lancé dans le truc, le challenge de devoir lire autant de livres, on continue à lire et on apprécie chacun des livres. Est-ce que c'était ta favori? Oui. Oui. Tu dis ça parce qu'elle est devant toi maintenant. Non, c'est vrai. Ouais. Est-ce que ça a été, est-ce que quelqu'un était dans le jury? Est-ce que, à part Clémence, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que la lauréate finalement s'est dessinée très rapidement? Les coulisses, on veut tout savoir. Au début, c'était un peu serré. Il y avait Héritage et l'enfance. Non, il y avait l'anomalie, ouais. Mais quand même, Les Impatientes revenaient tout le temps.
Et on débattait toujours, on était là, oui, mais regardez, elle défend plein de trucs. Alors en visio, tout ça. Oui, tout ça en visio, Et c'était serré au début, mais à la fin, on était tous vraiment heureux que ce soit les impatientes qui ressortent. Héloïse, je te propose de poser la question numéro 25. Ça va? Du coup, vous attendiez-vous à un tel succès? Ça va pour toutes les deux. Eh bien... Parce que, juste pour préciser, ça s'est emballé très vite après le concours des lycéens. Déjà, avant, il y avait de la presse, etc. Bien sûr. C'est un nouveau départ fulgurant. Oui, bien sûr. Déjà, je dois dire, quand le roman est sorti en France, je ne m'attendais pas à être sur la liste du concours. Ça a été déjà une grande surprise. Et pour moi, ça, c'était déjà un succès. Et à chaque fois qu'on arrivait à traverser un pont, eh bien, on se disait « Ah, c'est bien, on avance, on est motivé. » Et puis, quoi qu'il en soit, pour moi aussi, le plus important, c'était que c'était l'occasion de parler du livre, mais aussi de ce qu'il y a dans le livre, autour de la condition des femmes, autour des violences faites aux femmes, de montrer que finalement, quand on parle de violences faites aux femmes, c'est un sujet universel, que ça concerne tout le monde. Donc, plus ça allait, plus évidemment, il y avait la presse, il y avait donc le succès qui suivait, et on était donc dans l'action. Et voilà, ça s'est emballé très, très vite. Évidemment, après le concours des lycéens, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant, en fait. Je ne m'attendais pas. C'est la première fois, voilà, que je vis ce genre d'aventure. Et c'est une très, très belle aventure, malgré le contexte sanitaire. Une question sur le succès, toujours. Louane. Savez-vous dans quel pays africain votre roman a été publié et a eu le plus de succès? Et a-t-il été publié et éventuellement traduit dans d'autres pays non africains? Eh bien, le roman, dans sa première version déjà, avec le titre « Mounial, les larmes de la patience », a été d'abord publié aux éditions Proximité à Yaoundé. Il a immédiatement eu du succès au Cameroun. Il a obtenu le prix de la presse panafricaine, puis le prix Orange du livre en Afrique, et puis le prix de l'Alliance des éditeurs indépendants. À partir du moment où il a le prix de l'Alliance des éditeurs indépendants, il a été coédité dans presque 10 pays en Afrique francophone. Donc, à ce moment-là, voilà, on était sur plusieurs maisons d'édition, plusieurs coéditions. Donc, avant le prix concours, il n'avait pas été du tout traduit. Donc, c'est après le concours des lycéens, justement, que nous avons beaucoup de propositions de traduction. Nous avons aujourd'hui également obtenu le choix concours de l'Orient. Ça signifie déjà que le livre sera automatiquement traduit en arabe. Et puis le choix concours du Royaume-Uni. Et puis, évidemment, là, plusieurs signatures, plusieurs traductions en cours pour, je pense, l'année prochaine. Oui, pour compléter, nous sommes, en fait, dès le mois de juin, en fait, je travaillais déjà, donc avant la publication du livre. L'édition, c'est un peu particulier. Il y a des choses rationnelles. La rationalité, c'est souvent les chiffres. Mais au-delà de la rationalité, il y a de l'irrationnel. Dans le choix de faire, d'abord, c'est une rencontre. Et tout part d'une rencontre. La rencontre entre le texte que je reçois, le texte et moi. Puis, je veux rencontrer Amal. Puis, on se parle, on travaille. On a travaillé toujours en période de Covid. Donc, on a travaillé entre Douala et Paris, toujours sur le texte, par WhatsApp, essentiellement. Et pendant tout ce temps-là, on avançait. Et moi, je ne peux pas vous dire, j'y croyais. Je lui ai dit, ça fait 10 ans que tu travailles, tu as fait beaucoup de choses en Afrique. Le texte était connu, comme elle l'a dit, mais pas du tout en Occident. Et moi, ce que je peux t'apporter, c'est de transformer ça. Et là, je te promets qu'on va aller loin. Mais c'était je ne peux pas vous expliquer, c'est une rencontre, c'est un choix, c'est un pari. Et dès le mois de juin, j'ai travaillé en amont et j'ai travaillé sur notamment les sessions en poche. Le livre sortira en poche en 2022. Il rencontrera d'autres lecteurs qui ne seront pas les mêmes.
Et dès le mois en septembre, c'était le début, quand elle est arrivée, le jour, j'avais fait le pari qu'elle serait là le jour de la sortie du livre. Alors qu'il y avait toutes on nous empêchait déjà de passer les frontières. Mais je pensais qu'on était là. Et là, il commence à se passer des choses, mais pas tellement. Et puis, on décide qu'elle reviendrait, et elle reviendrait. Alors, on a cette superbe surprise d'être dans la sélection. Et là, c'est vrai que j'ai dit, on y va, on travaille. C'est comme ça que je la fais venir pendant le confinement, ce qui a été aussi compliqué qu'aujourd'hui, enfin que ces derniers jours, puisqu'en période de confinement, il faut quand même passer les frontières, c'est pas gagné. Et là, les choses ont démarré. Et là, nous avons travaillé avec eux. Donc, nous avons un agent. Et notre agent nous a aidés sur d'ailleurs le carnet d'adresses que j'avais moi, puisqu'en fait, je suis au départ, à l'origine, un éditeur de littérature étrangère. Donc, on a utilisé mon carnet d'adresses. Et là, on est allé très vite. On l'a très, très bien vendu aux États-Unis. Une très belle chose et qui va nous embarquer loin. Donc, le livre sortira aux États-Unis, et en plus avec le choix Goncourt du Royaume-Uni, ça va multiplier les choses. Et puis après, on a fait l'Italie, l'Allemagne, la Suède, la Hongrie, et la langue arabe. Et là, on travaille sur le Danemark, l'Espagne, la Corée. Vous voyez, on s'amuse. On va traverser, après avoir traversé les frontières en France ou ailleurs, elle traversera le monde. Et le pari sera gagné, et grâce à vous, parce que c'est grâce à vous. Vraiment. Les impatientes all over the world. Une question du lycée de Saint-Brieuc, représentée ici à Rennes par Suzy. Vous portez toutes les deux ce texte depuis maintenant sans doute plus d'1 an, et occupe-t-il dans vos vies une place qui dépasse désormais le cadre professionnel? Jolie question. Eh bien, quelque part, oui. Oui, parce que, évidemment, là, nous passons beaucoup de temps ensemble, toutes les deux. Et la relation va au-delà de la relation de travail, finalement. Et d'ailleurs, en venant ce matin dans le train, on parlait de l'habillement, des pagnes, des traditions, de comment se font les fêtes et tout ça. Et Emmanuelle, voilà, pour mieux rentrer, elle rentre dans le roman en me connaissant mieux. Donc, c'est une rencontre entre deux personnes et aussi. Et évidemment, là, ça va au-delà du roman. C'est une relation humaine, tout simplement. Manu. Oui, et je dirais que avant de cette rencontre, Amal était déjà dans tout ça. Elle porte ce combat depuis longtemps, puisque c'est non seulement un merveilleux écrivain, excusez-moi, je ne vais pas mettre le « e », mais c'est une super femme, et elle, un merveilleux écrivain et une grande militante. Et elle représente aujourd'hui ce combat dans le monde, et aujourd'hui cela nous dépasse. Et moi, je l'ai aidé à transformer, je suis là, c'est une extraordinaire aventure humaine. Au-delà, même si nous avons cet accompagnement qui se fait tous les jours, et heureusement qu'on s'entend bien, parce que franchement, c'est pas évident toujours, et c'est là où les choix sont importants, les rencontres avant. Et après, aujourd'hui, cela nous dépasse. Et ça, c'est aussi grâce à ce Goncourt des lycéens, puisqu'en fait, on est passé au-delà avec le nombre d'exemplaires vendus et avec tout ce que ça implique pour Amal. Je ne sais où elle ira, mais en tout cas... Vous êtes à combien d'exemplaires vendus? On approche les 200 000. C'est bien, mais c'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Et puis... la session en poche après. Une question pour clôturer ce premier chapitre pour vous. Une question d'Inès de hier. Alors ma question serait, quelle perception avez-vous des lycéens de France? Il faut dire des trucs sympas, hein, parce que là, ils sont là, quoi. Ou pas d'ailleurs. Alors, les lycéens de France? Non, sincèrement, ce qui m'a touchée le plus, je ne pensais pas gagner parce que je me disais que ce sujet était trop difficile et peut-être trop éloigné des adolescents de France. C'était l'idée que j'avais et je pense que c'était moins que lutte contre les préjugés, c'est peut-être un préjugé que j'avais. C'est sûrement un préjugé que j'avais parce que finalement, non. Des lycéens
ont été sensibles à un sujet aussi grave que la violence faite aux femmes, que la condition des femmes, le mariage précoce et forcé, le viol conjugal, etc. Donc pour moi, j'ai été vraiment plus que touchée, que vous, non seulement que vous ayez compris le livre, que vous l'ayez lu jusqu'au bout, mais que vous l'aimiez, que vous le portiez, que vous décidez d'en faire votre lauréat. Donc j'en ai été extrêmement sensible. Et ce que je pense, c'est que déjà, les lycéens, donc vous tous, vous êtes déjà un espoir pour un avenir meilleur. Donc je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion. Les lycéens de France, finalement, sont des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes hommes très ouverts et déjà très sensibles aux questions du monde. Voilà ce que je pense. Donc, je le dis avec beaucoup d'émotion et j'ai presque les larmes aussi. On fait une petite pause d'1 minute, le temps que vous essuyez justement votre petite larme. On se retrouve dans 1 minute et après, eh bien, on abordera ce qui nous réunit là, les impatientes. Auprès de mon livre, je me sentais bien. Je gardais la même passion à chaque page. Auprès de mon livre, je me sentais bien. Pourvu que toujours vive ce voyage. Je me suis fait tout le livre en une matinée qui sous mes yeux a défilé. Je me suis fait tout le livre en une matinée qui m'a sorti de mes pensées. Elle est à toi cette sélection, toi l'écrivain qui sans façon m'a donné 4 bouts de papier quand dans ma vie il faisait frais. Toi l'écrivain quand tu gagneras, quand le concours te récompensera, qu'il te conduise à travers votre prix éternel. Non, ce n'était pas le radeau de Saturne, ce bateau, qu'on se le dise au fond des pages, dise au fond des pages. Il bouquinait en de belles phrases sur la grand-mère des belles histoires et s'appelait les bouquins d'abord, les bouquins d'abord. Voilà une compilation de quelques productions réalisées par les élèves participant à ce concours de lycéens et au journal. On retrouve pour 10 minutes encore nos 6 lycéens. Après, on changera d'équipe. On retrouvera 6 nouveaux lycéens représentant d'autres lycées venus de toute la France et qui vous nous regardez sur le streaming. Et vous pouvez d'ailleurs nous poser des questions ou des réactions sur le chat que vous connaissez bien sûr. On aborde donc les impatientes, qui raconte l'histoire donc de ces 3 femmes qui partagent ce même destin, violence conjugale, polygamie, mariage forcé. Et une première question posée par Héloïse. Parmi les 3 personnages, vous vous êtes inspiré de personnes qui vous sont proches ou juste de votre vie? Eh bien, les deux. Je me suis inspirée de ma vie, mais également de celle de mon entourage, tout simplement. Donc, c'est une fiction. Je l'ai dit en début du roman, inspiré des faits réels. Donc, il y a un peu de moi, beaucoup de ce qui se passe autour de moi, tout simplement. Quand tu l'as lu pour la première fois, Héloïse, tu pensais que c'était la vie de la lauréate qui est avec nous? Je pensais aussi que c'était... j'avais déjà écouté du coup des interviews et du coup je savais déjà que c'était pas forcément sa vie directement mais beaucoup inspiré et que c'était son entourage et ce qu'elle avait vu autour d'elle et j'ai trouvé ça d'autant plus touchant du coup. C'est une question qui revient forcément, c'est toujours la première question d'ailleurs qu'on doit vous poser? Exactement, puisque je le dis, j'ai vécu... J'ai subi également le mariage précoce et forcé. J'ai été obligée de me marier à 17 ans, comme dans le roman, avec quelqu'un de beaucoup plus âgé. C'était dans le cadre justement d'un mariage imposé par la famille. Et comme à chaque fois d'ailleurs, le mariage précoce et forcé se passe toujours par la persuasion et le chantage affectif. Donc voilà, je voulais en première partie... Dès le départ, je voulais parler de toutes les violences faites aux femmes. Et j'ai commencé donc justement par cette question de mariage précoce et forcé qui touche encore environ 35% des filles camerounaises. Bien sûr, quand on va dans le Grand Nord, c'est beaucoup plus que ça.
Et évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Il faut en parler. Et pour pouvoir en parler avec autant d'émotion, évidemment, c'est parce que justement, je suis aussi passée par là et que je pouvais vraiment comprendre ce que vivent les filles qui subissent ça. Je me fais le porte-parole du lycée de la Flèche qui vous demande, êtes-vous contre la polygamie de principe ou seulement contre la polygamie subie? Eh bien, je pense que je suis plutôt contre la polygamie subie, ce qui fait que c'est vraiment, en réalité, la majorité, la grande majorité de cette histoire de polygamie. Pourquoi? Parce que la polygamie reste toujours une décision unilatérale de l'homme. Donc, ce qui crée de la souffrance aux femmes, c'est justement parce que personne ne leur demande leur avis. On vous impose une coépouse et puis c'est tout. Mais maintenant, quand on parle de polygamie tout court et que c'est le choix des personnes, autant que voilà les autres choix, chaque personne a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Il y a des personnes qui vivent le polyamour, il y a des personnes qui sont plutôt homosexuels ou autres. Donc, je ne me permettrai pas, moi, d'apporter un jugement sur un choix de vie. Mais quand ça crée de la souffrance et que c'est imposé, en ce moment-là, je m'insurge. Louane du lycée de Auray, dans le Morbihan. Savez-vous si la publication et le succès de votre roman a déjà eu un impact sur la situation des femmes au Nord Cameroun? Sinon, du point de vue de la législation et du droit coutumier, au moins dans les propos ou dans les attitudes? Alors, est-ce qu'il y a eu un impact au Sahel? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est un travail sur 10 ans. Pendant 10 ans, c'est-à-dire, j'ai commencé à publier mon premier roman en 2010. Donc, depuis 2010, j'ai donné des conférences. J'ai créé une association également, qui s'appelle Femmes du Sahel. Et avec cette association, nous avons scolarisé des petites filles. Nous avons fait des sensibilisations dans les collèges et dans les lycées sur l'importance de l'éducation pour les filles, l'importance pour elles de rester le plus longtemps possible à l'école et d'avoir des diplômes. Et puis, nous avons fait également des sensibilisations avec les communautés, avec les imams, les pasteurs, les prêtres, les chefs du village, etc. Donc, sur 10 ans, évidemment, il y a des choses qui évoluent. Je n'ai pas vraiment de chiffres, bien sûr, mais rien qu'à notre niveau, par exemple, depuis la création de l'association en 2012, donc ça fait 8 ans, nous avons scolarisé, je vais dire chaque année, entre 300 et 400 filles, donc totalement prises en charge par l'association. Nous avons créé des bibliothèques. Qui dit créer des bibliothèques dit donner aux enfants la possibilité de lire, donc d'avoir des rêves et de penser à un autre avenir que ce qui leur est imposé. Et puis, il y a aussi le fait, quand on voit une personne à la télé, sur les réseaux sociaux et qu'elle s'exprime, etc., ça peut servir de modèle dans un environnement où les filles ont désespérément besoin de voir quelqu'un, surtout une femme, comme elle, faire quelque chose de sa vie. Et puis, aujourd'hui, avec ce concours de lycéens, l'impact va plus loin, en fait, que le prix littéraire. Parce qu'avec ce prix, évidemment, je rencontre des personnalités. Je fais un plaidoyer qui peut porter beaucoup plus loin. Aujourd'hui, par exemple, je suis ambassadrice de l'UNICEF depuis il y a à peine en début de mois de mars. Donc tout ça, c'est l'impact de ce concours que vous avez bien voulu me donner et qui me permet de faire des plaidoyers qui portent haut et fort. Je peux aujourd'hui rencontrer des personnes qui sont bien placées, qui peuvent faire évoluer les lois, qui peuvent obliger les autorités administratives à appliquer les lois qui existent déjà sur le terrain. Et donc tout ça, ça fera évidemment évoluer les choses pour le mieux. J'ai une question du lycée Zola de Châteaudun. Avez-vous reçu des critiques, des menaces? Ça, c'est tout le temps. Tout le temps. Bon, pour les menaces, au début, quand j'ai commencé à écrire, ça, c'était plus grave. Parce qu'évidemment, c'est du genre, tu es contre l'islam, tu es contre nos traditions, tu es une mauvaise fille, une mauvaise femme, une mauvaise mère, une mauvaise épouse, etc. Ça, c'est des choses que j'ai entendues pendant des années.
Et puis, il y a eu des moments aussi où les menaces sont allées plus loin que ça, où on appelle mon éditeur à 2h, à 3h du matin pour menacer de me tuer, que si je n'arrête pas, si lui, il n'arrête pas de méditer, que je raconte n'importe quoi. Et puis, il y a les menaces aussi sur les réseaux sociaux, les injures, etc. Évidemment, ce que je dis, moi, c'est que, justement, même quelquefois dans les conférences ou dans les dédicaces que je donne, peut avoir des personnes avec des intentions voilà, très, très mauvaises et qui viennent pour m'insulter ou pour dire des choses. Ce que je dis, c'est tout simplement que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Mais si vous êtes là dans une de mes conférences, eh bien, vous êtes obligé d'écouter ce que j'ai à dire. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui vont dire des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, ça ne m'affecte pas, tout simplement parce que je ne gère pas les susceptibilités. Le plus important dans la vie, c'est d'être bien avec sa conscience. Je suis persuadée que ce que je fais, que ce que je dis, l'importance de l'éducation pour les filles, le fait d'inscrire les filles à l'école, le fait de traiter les enfants, c'est-à-dire à la naissance, la fille égale au garçon, etc. Le fait de dire non à la violence, à toutes les formes de violence faites aux femmes, etc. Je suis persuadée que c'est un combat noble. Je suis persuadée qu'il faut que quelqu'un le tienne. Et donc, le fait d'être bien avec sa conscience fait en sorte que, pour le reste, en fait, on a une sorte de barrière. Et ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, il ne faudrait pas laisser les choses extérieures vous affecter à un tel point que ça puisse vous pourrir la vie. Le plus difficile dans la vie, c'est quand vous n'êtes pas bien avec votre conscience. Mais quand vous êtes bien avec votre conscience, le reste n'est pas important. Et Emmanuelle, en tant qu'éditrice, est-ce que ça vous affecte aussi parfois les critiques ou les menaces que votre protégé peut subir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre? Non, moi j'ai exactement la même position, et ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans cette situation. Le choix de ma ligne éditoriale depuis 15 ans est dire par la littérature le politique et m'attaquer à un certain nombre de choses contre lesquelles je m'insurge. Je soutiens les progressistes dans des pays où ils sont enfermés. Je soutiens les femmes qui se battent contre la violence. Évidemment, moi aussi, je suis menacée régulièrement. Je suis quelquefois sur écoute, mais ça ne m'atteint pas. Et parce que moi aussi, je suis sûre. Et quand j'ai choisi, quand on s'est vu, on a bien évalué tout, on a échangé, on a ensemble dit ce qu'on avait envie de faire ensemble, là d'où on partait, là où on voulait aller, et on est droite dans nos bottes. Et rien ne nous fait peur. Dans nos talons aussi. Pardon? Dans nos talons aussi. Elle a dit droit dans les bottes. Oui, dans les talons aussi. Vous inquiétez pas, ici c'est bienveillance. Hein, mais nous aussi, on est dans la bienveillance. Très bien. Mais malheureusement, vous savez que et la bêtise, on ne répond pas à la bêtise, on ne répond pas à tout ça. Et l'important, c'est sa conscience, en effet. Et elle l'a très bien dit, et je la suis totalement. Écoutez cette question bienveillante de Léo d'Hérouville, par exemple. Alors, je me demandais combien de temps, combien de générations vous pensez, combien de générations de femmes vous pensez qu'il faut éduquer, qu'il faut permettre d'accéder à la lecture pour que les femmes puissent s'émanciper? Eh bien, déjà, je pense que c'est toutes les générations, puisqu'on le voit dans le roman, les violences faites aux femmes sont généralement perpétuées par les femmes elles-mêmes. Donc, on voit dans le cas de Ramla, par exemple, qui subit le mariage précoce et forcé. Bien sûr, c'est les pères qui ont pris la décision, mais ensuite, il y a eu toutes les autres femmes de la maison qui ont poussé, qui ont fait du chantage, les mamans, pardon, les mamans, les tantes, etc. Donc, pour pouvoir changer les choses, il faut faire de la sensibilisation à tous les niveaux. Toutes les générations de femmes. Évidemment, les femmes aujourd'hui de ma génération à moi, j'ai des enfants qui sont de votre âge. Donc, je pense que c'est à nous de prendre vraiment, vraiment conscience d'abord. Pourquoi? Parce que nous pouvons éviter que nos enfants
subissent ce que nous avons subi. Peut-être qu'à notre niveau, c'est trop tard parce que voilà, on a la quarantaine déjà, on a subi des choses. Et nos enfants qui ont la vingtaine ne devraient pas avoir à subir ça. Donc, c'est plus les femmes de ma génération aujourd'hui qui doivent déjà sauver les enfants de votre génération et ensuite les plus petits aussi. Merci beaucoup. On va changer d'équipe. On va remercier 5 des lycéens qui sont venus relayer les questions de leur classe. Léo, Héloïse, Louane, Inès et Suzy, merci beaucoup. On va inviter les autres lycéens à venir sur le plateau pour continuer la discussion. Allez-y. Clémence va rester avec nous parce que déjà, c'est la présidente. Alors, on est obligé de la garder avec nous. Et nous allons accueillir 5 nouveaux lycéens venus de toute la France. C'est le cas de le dire. Nous avons avec nous Nora. Bonjour Nora. Nora qui vient de d'Auray. Ensuite, il y a Evan qui vient de Hyères. Nous avons Salomé de Saint-Brieuc. En face, Clémence, on la connaît déjà. Il y a Lucas au milieu et puis Lucas qui vient de la Sarthe, de la Flèche, pardon, et puis Manon de Saint-Louis, Sainte-Anne-d'Auray. Merci, bienvenue à toutes et à tous pour de cette 20 minutes d'échange encore consacrées au roman lauréat que vous avez choisi, donc de Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes. Qui veut commencer? Qui a une question? Alors, vas-y, on t'écoute, Evan de Hyères. Une question qui n'a bien sûr pas déjà été posée, c'est mieux. Que comptez-vous faire à présent pour défendre les femmes du mariage forcé, des viols conjugaux et de la polygamie? Alors, il y a la fondation déjà, pas l'asso. Voilà, donc d'abord, par mon association qui existe déjà, qui fait un travail formidable sur le terrain, qui scolarise les enfants, mais également qui fait des sensibilisations, etc. Ensuite, par le biais de l'écriture, évidemment, on va continuer à parler des discriminations faites aux femmes, peut-être pas de la même manière, parce qu'après, vous n'aurez plus envie de lire mes livres, mais bon, d'une autre manière, je vais quand même continuer par le biais de la littérature à parler de ces sujets-là. Et puis, par le fait aussi vous voyez, comme j'ai annoncé que je suis maintenant ambassadrice de l'UNICEF, ça aide aussi pour mieux prévenir et lutter contre le mariage d'enfants. C'est plutôt comme ça maintenant qu'on dit. Et puis par les plaidoyers. Avoir une voix, c'est aussi ça. Ça sert à faire un plaidoyer qui peut monter vite et qui peut monter beaucoup plus loin et qui peut vraiment être plus efficace. Voilà. Donc je pense que ce concours des lycéens et toute cette notoriété que j'ai désormais et qui augmente au fur et à mesure que nous travaillons, va aider justement à faire changer les choses concrètement sur le terrain. Voilà. Et au sujet de la violence faite aux femmes ou alors la polygamie, une question de Nora. La polygamie au Cameroun, comme ailleurs, n'est-elle pas strictement liée à l'islam? Eh bien, je dirais non. Du premier coup, je dirais non, parce que dans pratiquement toutes les traditions africaines, la polygamie existe. Dans toutes les sociétés. Donc, au Cameroun, par exemple, peu importe, nous avons 246 ethnies. Et dans ces 246 ethnies, la polygamie existe. Et finalement, même chez les chrétiens, où la polygamie est strictement, chez les catholiques, la polygamie est vraiment interdite. Mais les personnes vont à l'église, croient, mais quand même ne vont pas laisser ce côté-là de la tradition qui peut être super important pour eux pour plusieurs raisons. Au départ, c'était dans le milieu rural, c'était pour avoir une main-d'œuvre importante. Ensuite, c'était signe de richesse, signe de virilité et autres. Bref, ça dépend des ethnies, ça dépend de la culture, des traditions. Donc, ce n'est pas forcément lié à l'islam, mais c'est profondément lié à notre style de vie, notre environnement et surtout nos traditions. Une question de Lucas sur la 19. Elles ont des numéros. Ces questions. Le roman initial, Mounial, a été réécrit pour le public français. Quelles ont été vos réactions face aux demandes de réécriture? Pardon, t'as pas de micro, Lucas, donc on t'entend mal. Veuillez m'excuser. Votre roman initial, Mounial, a été réécrit pour le public français.
Quelles ont été vos réactions face aux demandes de réécriture de votre éditrice sur le style ou la langue? Eh bien, je ne vais pas dire qu'il a été réécrit, je dirais qu'il a été édité, en fait, c'est le terme. Parce que, voilà, automatiquement, quand on envoie un manuscrit à une maison d'édition, la maison d'édition fera un travail éditorial, d'editing. C'est comme ça qu'on dit, non, Emmanuel? Un travail d'editing. Ce travail peut être soit sur des suggestions de l'éditeur de changer certaines choses, ou plutôt sur la tournure de la langue, etc. Donc, pour le cas de Mounial, Les larmes de la patience, Emmanuelle Collat a considéré tout simplement que c'était un nouveau manuscrit, donc elle devait faire son travail d'éditeur sur ce roman. Donc nous ne l'avons pas vraiment réécrit, nous avons plutôt changé des choses par rapport à la tournure des phrases, parce que c'est la francophonie aussi. Moi, je ne parle pas le même français que vous. Donc, je peux dire des choses, mais d'une manière que vous n'allez pas comprendre en France, puisque ça ne se dit pas de la même manière, ou bien ça ne se dit même pas du tout. Donc, il y a ce travail éditorial que Emmanuel a fait sur ce test-là. Et évidemment, je ne l'ai pas pris mal du tout, au contraire, puisque déjà, je sais que c'est normal, puisque mon éditeur camerounais le fait aussi. Quand je lui propose un test, forcément, il y aura des fautes, forcément, il y aurait des choses il va me proposer. Il doit sublimer, c'est son rôle d'éditeur de sublimer le test. Donc, on ne le prend pas mal. Au contraire, plus votre éditeur va vous demander de retravailler ou de changer les choses, plus il va rendre votre test meilleur. Donc, moi, je l'ai plutôt très bien pris, sauf sur certaines choses. Parce qu'il y avait des mots, par exemple, j'ai dit « Dadasare jidderesare ». Ça veut dire « première épouse, poubelle de la maison ». Emmanuel m'a demandé « ça ne va pas dans ta tête, non, on ne traite pas une femme de poubelle en France ». Mais c'est comme ça que ça se dit. Donc, je n'y peux rien, c'est une expression. Et donc, sur ça, on a discuter, rediscuter, on a dû avancer, continuer, laisser d'abord cette partie-là avant de revenir dessus pour pouvoir enfin trouver. Oui, alors en fait, l'editing, et particulièrement dans la francophonie, ressemble à quelque chose de l'ordre pas de la réécriture, mais de l'interprétation et surtout de trouver le chemin de lecteurs qui ne sont pas les mêmes. Dans le texte, qui est un très beau texte, Munial ou les larmes de la patience, que j'ai lu, vous avez un texte qui est ancré vraiment dans un contexte, dans une terre, dans des traditions, dans l'islam, puisque là, on est dans une famille peul, musulmane. Si on l'avait laissé tel que, on aurait eu des notes partout, parce qu'il fallait expliquer. Quand on entre en littérature, l'important, c'est que ça soit fluide. Donc déjà, c'était laisser l'authenticité. L'authenticité, c'est qu'elle parle en peul, qu'elle pense en peul, qu'elle écrit quelque part en peul, mais c'est en français, et qu'en plus, l'islam est présent et le Coran est présent, donc en arabe aussi. Donc tout ça est présent. Et moi, mon travail, c'était de lui dire... et c'est une culture, je ne connaissais pas la culture peul, mais la culture musulmane, je la connais très bien. Donc moi, là, j'arrivais avec tout ce qui était arabe et lié à l'islam, j'arrivais à le transcrire, et pour qu'on regarde cette force-là, mais que vous puissiez le comprendre. Et pour le peul, j'avais évidemment besoin d'explications. Et après, en fait, vous avez toutes les traductions dans le texte qui apparaissent, mais au fur et à mesure, vous ne les voyez même pas. Vous savez, au bout d'un moment, parler. Vous voyez, trouver les équivalents. Ça, c'est un premier exercice. Et le deuxième exercice, ça consiste c'est un problème d'oreille et de rythme. Quand nous parlons en français, nous allons quelquefois on répète déjà pas beaucoup, nous, quand c'est écrit. Mais quand on répète, ça a du sens. Et par exemple, quand on répète, on a des rythmes de parole. Je me souviens, pour l'exemple typique, c'est Munial. Je me souviens, c'était Munial, 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 à chaque fois. Nous, c'est devenu Munial, Munial, patience. Vous voyez, on est passé. Voilà un exemple extrêmement simple pour comprendre
que ce n'est pas une réécriture, c'est une traduction dans le sens où on passe d'une langue à l'autre. Et en français, si vous écriviez, vous étiez au Québec, en québécois, vous passez en français, ça change quelque chose. Ben, c'est pareil. Et c'est pareil, moi je travaille beaucoup avec des gens franco-français, mais francophones, puisqu'ils ont une autre langue, que ce soit le kurde, le turc ou l'arabe. Eh bien, le français qu'ils écrivent, quelquefois, quand ils écrivent un roman, il y a plein de phrases. Je dis, mais c'est pas possible, comment tu fais avec les temps? Eh bien, parce que les temps ne sont pas les mêmes quand... Et vous savez, tous les problèmes de temps en français, c'est compliqué, mais ça existe, et c'est une force. Mais on ne les a pas dans les autres langues, parce qu'on les a autrement. Et c'est ça, c'est ce passage-là qu'on a travaillé ensemble. Donc on n'a pas changé le texte, on l'a juste interprété. Comme en musique, quand vous avez deux interprétations d'une même partition. Une question sur la structure du récit de votre livre, posée par Margot, mais relayée par Salomé de Saint-Brieuc. Pourquoi avoir choisi de faire la transition entre les parties aux moments les plus importants dans leurs histoires? Pourrait-on parler de suspense? Et si oui, quelle est sa place dans l'histoire? Pourquoi ces transitions aux moments les plus importants de l'histoire? Eh bien, pour moi, c'est une suite logique. Ramla qui subit le mariage précoce et forcé. En même temps que sa sœur hindoue, on le voit dans le roman, ce sont les deux jeunes filles. Évidemment, on a d'abord cette impression de Ramla. Et puis, elle dit, et puis finalement, on voit qu'elle ne réussit pas à s'échapper parce qu'elle subit ça vraiment, ça va jusqu'au bout. Et puis ensuite, on a le regard de Hindou et ça continue. C'est une suite logique. Après le mariage, il y a la nuit de noces, etc. De toutes les façons, quand on voit aussi un peu la nuit de noces de Hindou, on peut se dire que pour Ramla, ça va se passer à peu près de la même manière, même si c'est un peu, ça sera peut-être un peu différent, mais ça va quand même dans le même sens. Et puis ça, c'est toujours une suite logique. Et à la fin... Quand on prend la partie de Saphira, eh bien, on a encore l'impression que c'est encore une suite. On a le regard de la jeune fille qui n'a pas envie de se marier et qui se retrouve mariée quand même, mais on a le regard de l'autre aussi. Parce qu'automatiquement, quand on prend le roman, on a de la sympathie pour Ramla. Mais finalement, sa coépouse est une victime aussi. Elle n'a pas demandé à avoir une coépouse, on lui impose une coépouse, elle avait déjà sa vie, elle était très bien. Et puis voilà qu'on apporte une femme beaucoup plus jeune, beaucoup plus jolie et qui doit être sa rivale. Et elle, évidemment, elle doit non seulement défendre sa place dans la société, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est même plus d'amour qu'il s'agit. Elle ne cherche pas à défendre sa place ou son amour. Non, c'est pas ça. Elle cherche tout simplement à exister en tant qu'épouse, mais aussi à protéger ses enfants, à pouvoir être là pour les élever, mais aussi à les protéger et à protéger leur héritage, parce qu'elle n'a pas envie que l'autre épouse vienne mettre au monde des enfants qui vont partager cet héritage-là. Donc, finalement, oui, il peut y avoir du suspense, mais quand on veut parler de... Pour moi, comme je voulais évoquer, toutes ces violences, le mariage précoce et forcé comme violence, la persuasion, le chantage affectif, les violences économiques, le viol conjugal, les violences physiques, les violences psychologiques, les maladies psychosomatiques, la polygamie comme violence morale, etc. Comment raconter toutes ces choses-là en passant par un seul personnage? Donc moi, peut-être j'ai trouvé la solution en fractionnant un tout petit peu le texte et en allant sur plusieurs personnages, et pour qu'on puisse aussi ressentir pour moi, parce qu'il ne faut pas oublier tous les personnages secondaires, les mamans, les tantes, les belles-mères, etc., qu'on puisse ressentir à quel point toutes ces femmes sont oppressées, sont étouffées par les traditions, par les coutumes, par la mauvaise interprétation de la religion, par les hommes qui sont là, par la solitude finalement de vivre dans une communauté où vous êtes plusieurs mais vous vous sentez tellement seul, par le fait de la complicité, que tout le monde sait de quoi vous souffrez, tout le monde sait à quel point vous avez mal, mais tout le monde continue à faire semblant, tout le monde fait semblant de s'occuper des choses éphémères, des nouveaux pagnes, des tatouages au nez, etc., se faire belle.
mais à quel point on a quand même comme une boule perpétuelle au fond de la gorge, à quel point on a l'estomac noué tout le temps, à quel point on se sent frustré d'avoir non seulement à partager son époux, mais à partager finalement son espace de vie, à quel point on peut être frustré de ne pas avoir à ses côtés son garçon qu'on a mis au monde et qui finalement vous échappe parce que ça devient un homme et qu'il ne peut plus venir rester longtemps, discuter avec vous. Donc toute cette oppression, toute cette souffrance que ressentent les femmes, les personnages principaux, mais aussi tous les autres. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire ressentir au lecteur pour qu'il puisse un peu comprendre le contexte finalement dans lequel nous vivons. Avant d'entendre Nora qui va nous lire un extrait de votre roman, une question de Manon sur l'émotion peut-être qui vous a traversé durant l'écriture. Est-ce que lors de l'écriture de livre, ça a été compliqué d'un point de vue émotionnel? Ce roman-là, oui. Très, 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 très difficile. Parce que quand on a vécu les violences, ça devient très difficile d'en parler. Et surtout, en parler, c'est une thérapie qu'on se force à se faire soi-même. Et évidemment, pour arriver jusqu'au bout, transmettre le plus d'émotions possible, mais aussi faire attention à ne pas devenir quelque part juge dans le roman, parce que l'idée quand on écrit un texte, c'est de laisser le lecteur se faire sa propre opinion, ce n'est pas d'apporter un jugement. Aussi, essayer aussi de ne pas, de ne pas retomber juste finalement sur tout ce qui est préjugé, mais dire les choses telles qu'elles sont. Ça a été, pour moi, ça a été très difficile parce que j'ai vécu les violences. J'ai vécu la violence physique, j'ai vécu les violences psychologiques, j'ai vécu le viol conjugal, j'ai vécu le mariage précoce et forcé, j'ai même vécu la polygamie. Donc, à un moment, je dois dire, par exemple, sur la scène du viol de Hindou, je me rappelle, c'était vers minuit, parce que moi, j'écris surtout le soir. J'avais commencé à pianoter sur mon ordinateur, à écrire. Et je me rappelle, j'étais hyper concentrée parce que mon époux me parlait, mais je n'entendais pas. Parce qu'il se préparait à monter pour dormir. Mais j'étais hyper concentrée, j'écrivais. Quand j'ai fini de décrire cette histoire de viol, je me suis effondrée sur mon ordinateur et j'ai commencé à sangloter. Pas à pleurer, à sangloter, c'est-à-dire vraiment. Et là, il m'a dit une phrase, il m'a dit, si ça te fait encore cet effet-là, c'est que peut-être tu n'es pas prête encore à écrire ce test. Mais j'ai tenu, j'ai dit non, si, je vais aller jusqu'au bout de ce test. Et peut-être que finalement, si ça me fait cet effet-là, c'est que peut-être que je serais arrivée à transmettre ça au lecteur, parce que en écrivant ça, j'ai ressorti vraiment tout ce que j'avais au fond de moi pour le décrire et le dire tel quel, et aux autres maintenant de se forger leur propre jugement. Tout simplement. Donc ça a été un test pour moi, ça a été le test le plus difficile que j'ai eu à écrire sur le plan émotionnel. Merci Djaïli Amadou Amal. On fait une petite pause avec la lecture d'un... Ça va faire bizarre d'entendre ses propres mots lus. Non vous allez voir, vous nous direz après. Oui. D'accord. C'est Nora qui s'y colle. Nora qui vient de Saint-Brieuc. Non ouais. Doré, pardon. Doré. Comment profiter de ces dernières heures de liberté et dire que, le lendemain, à la même heure, je devrais partager le lit d'un inconnu. Un homme qui laisserait courir ses mains sur ma peau préparée pour son bon plaisir, lorgnerait les tatouages destinés à le séduire, humerait les parfums d'encens et aurait le droit de me posséder entièrement, alors que je ne l'aime pas et que j'en aime un autre. Comment accepter que je quitterai ma maison et ma famille pour appartenir à une autre? Et si au moins tout cela finissait demain, mais le mariage ne se réduit pas à la cérémonie, il dure toute une vie. La nuit était calme, fraîche pour la saison, et le ciel parsemé de milliers d'étoiles. La lune illuminait la ville, et l'on voyait comme en plein jour. J'aurais voulu une nuit noire, aussi effrayante que cette angoisse qui m'enserrait la gorge et me nouait l'estomac. C'était fini, je ne pourrais plus jamais sortir quand je le désirerais. Jamais finir mes études. C'en est terminé de mes rêves d'université. Prisonnière dans une cage de luxe, je ne pourrais jamais être pharmacienne. Jamais je n'avais été aussi seule. Merci Nora. Pourquoi avoir choisi ce moment, ce passage ?
Je trouve que c'est un passage vraiment représentatif de ce qu'elle vit. Et on voit que c'est le moment où elle a encore de la liberté, mais qu'elle ne sait même pas quoi en faire, car c'est fini pour elle et elle est obligée de s'enfermer dans une cage. Et je trouve ça hyper émouvant comme moment. Un peu le début de la fin, quoi. Oui, voilà. Bon choix. Oui, excellent. Derrière leur écran, les lycéens sont très attentifs à vos propos, toutes les deux. Et il y a une question du lycée Zola Châteaudun sur le chat. C'est pour vous, Emmanuel. Alors, ils sont attentifs. Ils ont remarqué que vous n'utilisiez pas les formes éditrice et écrivaine. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Je suis, en fait, il y a des mots qui n'ont pas forcément de féminin. Maintenant, on met du féminin partout et on se bat pour ça. Je crois qu'il est plus important de se battre pour l'essentiel. Et voilà, je n'ai pas de... Je n'utilise pas non plus l'écriture inclusive. Lucas voilà. avait une question justement à ce propos, la 20. En effet, Madame Colas, votre maison d'édition se revendique comme progressiste, féministe et pro-kurde. Toute l'équipe est d'ailleurs constituée de femmes. Envisagez-vous dans le futur de travailler avec des hommes? Oh, mais je travaille avec beaucoup d'hommes. Tu postules, Lucas? C'est un hasard extraordinaire. J'ai travaillé, ça fait 15 ans que je suis éditeur. Et en fait, j'ai été entourée d'hommes, de femmes, de toutes les générations. Et j'ai publié en tout à peu près 180 livres. Ce sont des hommes ou des femmes, là aussi de toute génération. Ce qui fait que je publie un auteur, c'est la rencontre avec un texte, la rencontre avec une personne. Et c'est aussi la question que je me pose à chaque fois que je reçois un texte, c'est est-ce que je suis celle qui peut défendre ce texte? Si ce n'est pas le cas, même si j'aime le texte, ça ne sera pas moi. Je ne saurais pas le faire. Donc c'est déjà ça. Et pour exemple, puisque on parle de la violence faite aux femmes, il y a un auteur que j'ai publié, c'est un homme. Et cet homme est aujourd'hui en prison depuis 4 ans et demi. Il s'appelle Selahattin Demirtas. C'est l'un des principaux féministes du Proche-Orient. Il est avocat des droits humains. C'est un homme politique, principal opposant à Erdogan. Et le premier texte qu'il écrit quand il est en prison, ça aurait pu être un manifeste politique. C'est un recueil de nouvelles consacré, dédié aux femmes victimes de la violence et aux femmes assassinées. Il a eu le prix L'Oriental, donc, puisqu'on parlait de la Bretagne à l'Orient. Et il a eu le prix Montluc, Résistance et Liberté, il s'appelle L'Aurore, ce texte. Il y en a eu un autre, et Tournera la roue. C'est un homme qui écrit sur les violences faites aux femmes. Et je crois que la question, là, pour moi, du masculin ou du féminin, pour dire les choses, ne se pose pas. C'est un texte qui parle et qui défend quelque chose sur une cause que moi je sais aussi défendre, et ce sont des rencontres, et des combats qu'on mène ensemble. Donc la question ne se pose pas. C'est pour ça que moi je suis capable d'utiliser le féminin. Je peux dire aussi éditrice, mais des fois je dis éditeur. En fait, c'est pas mon problème. Je vous avoue que c'est pas mon problème. On va rester dans la thématique avec une question de Salomé pour vous. La question est assez simple. Vous considérez-vous comme une autrice féministe? Alors, autrice déjà, et féministe. Autrice, féministe. J'entends beaucoup cette question. Ah bon? Oui. Il y a des fois où... Bon, ça c'est une question très gentille. Est-ce que je me considère... Là, ça me laisse le loisir de dire oui ou non. Mais généralement, vous êtes une auteure féministe. Est-ce que... Voilà. Bon. Donc, plus sérieusement, déjà, je ne comprends pas trop bien ce mot féministe. Mais bon, j'essaye quand même. Je suis un auteur qui parle des discriminations faites aux femmes. C'est un sujet qui me tient à cœur pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Je suis également une militante engagée
sur les discriminations faites aux femmes et pour faire évoluer la condition des femmes. Si ça fait de moi une féministe, oui, je suis une féministe. Maintenant, mon féminisme va sur les fondamentaux, défendre les droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit de choisir son conjoint, le droit de dire non à la violence, non aux mutilations sexuelles génitales, etc. Donc, sur les fondamentaux. Mais maintenant, est-ce que je pense que pour être féministe, ou bien pour mieux défendre les droits des femmes, ou bien peut-être pour que, quand je parle, on puisse mieux m'écouter, je vais me déshabiller et autres. Dans ce combat-là, je ne vais pas me reconnaître, moi, parce que ce n'est pas moi, vous voyez. Donc oui, je défends la cause des femmes, mais mon féminisme est encore sur les fondamentaux. Donc je pense que je suis encore sur les combats que les Françaises ont eus il y a 50 ans. Peut-être un peu plus. Voilà. Djaïli Amadou Amal, la présidente, a une question pour vous. Alors, c'est Clémence qui vient de Metz. Bien sûr. Vous affirmez que la patience d'une personne reflète la grandeur de son cœur. Que signifie pour vous être patient et est-ce mal d'être impatient? Ça, c'est une question de présidente. Hein. Bah, oui, ça se mérite. Eh bien, d'abord, je vais vous parler un peu de notre culture. Bien sûr, je vais vous parler de la culture Peul, mais finalement de toutes les cultures africaines, en fait. Mais bon, dans la culture Peul spécifiquement, nous avons, dans le Peul, on dit Peul, Fulbe, Pulaar. Donc, chez les Peuls, il y a un code de comportement qui est obligatoire en société, qui est obligatoire dans le vivre ensemble. Ce code est réuni dans un terme qui s'appelle le Pulaaku. Le Pulaaku, donc, c'est l'art de vivre Peul, l'art de se comporter en Peul. Dans ce code de valeurs, la première des valeurs, c'est le muyal, c'est-à-dire la patience. La patience peut être la patience à une douleur physique, à une douleur morale, etc. Par exemple, chez nous les Peuls, une femme qui est en train d'accoucher n'a pas le droit de crier, par exemple. Ou bien, je vais vous raconter une petite anecdote. Mais bon, ça sera après. Mais vous me rappelez que j'ai une anecdote à vous rappeler. Donc, il y a la patience. Donc, la patience, elle peut aller aussi, par exemple, si vous perdez quelqu'un qui est très proche, on va vous demander de patienter, etc. Mais quand on dit à une femme pendant le mariage, patience, ce que la femme, en fait, ce qu'on lui demande, c'est une abnégation totale de son bonheur à elle pour pouvoir donner le bonheur aux autres. C'est-à-dire qu'une femme devrait oublier ou faire ce qui va la rendre heureuse pour pouvoir rendre heureux son père, sa mère, son époux, ses enfants, tout simplement. Donc, même s'il faut qu'elle se fasse battre, qu'elle subisse des violences, qu'elle se fasse violence elle-même, finalement, pour supporter des choses qui lui font mal ou qu'elle n'a pas envie de supporter, on lui demande quand même ça pour les autres. Donc, il y a d'abord donc le munyal. Il y a aussi le semtende. Le semtende, ça peut vouloir dire la pudeur, la honte d'avoir honte. Par exemple, si quelqu'un se comporte mal ou s'exprime mal ou parle mal ou s'habille mal ou par exemple ne respecte pas les autres, on dira elle n'a pas de semtende, c'est-à-dire elle n'a pas de pudeur. Il y a aussi le netdaku, dans le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, c'est on fait tout pour pouvoir préserver sa dignité. Donc, même si vous devez vous faire violence, vous devez faire quelque chose que vous n'aimez pas, mais si c'est pour votre dignité, vous devez quand même faire ça. Si c'est pour votre honneur, vous devez quand même faire ça. C'est-à-dire que si, par exemple, mon père me dit, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé, mon père ne voulait pas que j'aille en mariage, mais mon oncle a décidé de me donner en mariage. Par pudeur, donc par semtende, mon père ne dira pas non à mon oncle parce que je suis aussi sa fille, à lui. L'enfant n'est pas que l'enfant de sa famille, l'enfant est l'enfant de toute la communauté. Donc, mon père, par pudeur, par semtende, ne va pas dire non à mon oncle.
parce qu'il doit également préserver la dignité, donc le netlaku de mon oncle. Moi, je dois respecter le code du pulaku parce que je dois faire patience. Je dois faire preuve de munyal, donc de patience, pour pouvoir respecter le code d'honneur, c'est-à-dire ne pas faire honte à mon père qui doit faire plaisir à son frère et en même temps faire plaisir à mon oncle parce que je ne peux pas lui dire non parce que c'est mon aîné. Donc, dire non à mon oncle déjà, c'est ne pas faire preuve de semtene, c'est-à-dire manquer de pudeur parce que c'est mon aîné. C'est de la même manière, par exemple, si quelqu'un, n'importe qui dans la salle est plus âgé que moi, automatiquement, dans le code de valeurs qu'on m'a inculqué depuis l'enfance, ce que je suis obligée, par pudeur, non seulement de respecter cette personne, mais de ne pas dire non, peu importe le service qu'elle va me demander. J'aurais beaucoup plus de peine à lui dire non, alors qu'elle peut très bien comprendre si je lui dis non. Mais moi, j'ai été élevée comme ça, donc c'est beaucoup plus difficile de sortir de ça. Donc c'est pour cela que ce munyal qu'on demande aux femmes, en réalité, on lui dit patiente pendant le mariage, pas que patienter, accepte tout, soumets-toi, surtout sans te plaindre, pour le bonheur de ta famille, pour l'honneur de ton père, pour élever tes enfants, pour être respectable envers ton mari, mais en oubliant toi-même ce qui peut te rendre vraiment heureuse. Et pour la petite anecdote que je devais raconter, ça c'est ce qu'on nous raconte tous, un homme est allé chez sa belle famille. Bon, déjà chez nous, il y a un jeu. Après, on va faire ce jeu-là. Rappelez-moi parce que je vais oublier. Donc, d'abord, il y a la belle famille, évidemment, doit être très, très pudique envers la belle famille. Et d'ailleurs, une maman ne doit même pas trop aimer son premier enfant parce que c'est Tchem Touloum, c'est-à-dire ça va à l'encontre de la pudeur parce que c'est une preuve qu'on a fait quelque chose pour l'avoir. Donc, voilà, ça c'est dans la culture peul. Donc, la belle famille est non seulement très, très respectée, mais il y a un sentiment pudique entre la belle famille. Donc, par exemple, on ne mange pas devant sa belle-mère. Pour que vous mangez devant votre belle-mère, il faut qu'elle vous donne un très grand cadeau et qu'elle vous persuade de manger devant elle. Sinon, vous ne mangez pas devant votre belle-mère parce que vous êtes pudique. Donc, ça fait partie. Donc, cet homme-là, il va chez ses beaux-parents et il a eu une crise de dents. Donc, ça fait très, 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 très mal. Alors, il a crié. Donc, il a manqué de mouillal. Il a manqué de semtene. Alors, le matin, il se disait, mais comment je vais faire pour pouvoir les voir dans les yeux, les regarder dans les yeux? Et après, il a dit, d'accord, il s'est arraché un œil. Et le matin, sa belle famille lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nuit, on t'a entendu gémir et tout ça. Il a dit, vraiment, je me suis crevé un œil, c'est pour cela. Et après, ils ont dit, vraiment, quel poltron. Nous, on pensait vraiment qu'il avait une crise de dents alors qu'il s'est seulement fait crever un œil. Bon, le petit jeu. Ah, le jeu, j'allais vous le rappeler. D'accord. Bon, ça commence par vous. Eh bien, il y a un jeu avec les enfants, on dit « Tikor ». Vous pouvez répéter, hein? Tikor. Tikor. Si on se tutoie pour faire ça. Eh bien, si tu avales l'enfer. Si tu recraches le paradis. Et si tu gardes ça dans la bouche, tu as gardé dans la bouche le bélier de ta belle-mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu avales l'enfer, tu recraches le paradis. J'aime bien ma belle-mère. Ou bien, non, en fait, si tu caches le bélier de ta belle-mère, c'est comme si tu avais volé ta belle-mère et puis c'est Tchem Touloum, quoi, c'est la honte. En fait, qu'est-ce qu'on choisit? La honte. Non. Mieux vaut recracher le paradis et avaler l'enfer que d'avoir honte. Pas mal. Voilà. Donc, c'est un jeu qu'on apprend aux petits-enfants pour leur dire que le sens de la dignité n'a pas de prix, en fait. Qu'on est prêt à brûler éternellement dans le feu de l'enfer, mais garder quand même sa dignité à tout prix. Une question de Manon sur l'espoir que peut susciter votre livre, peut-être. Est-ce que les femmes arrivent à se sortir de ces situations de mariage forcé? Et est-ce que vous pensez que votre livre peut les aider à changer leur situation? Est-ce qu'on peut en sortir alors? On peut en sortir
on peut en sortir parce que la répudiation ou le divorce, comme on dit chez nous, c'est pas ça le problème en fait. Parce que si on vous dit de vous marier et que vous vous mariez et puis une semaine après vous partez, ça c'est pas un problème. Le plus important c'est que vous soyez quand même mariés. Donc il y a des personnes qui se disent, parce que par exemple, si leur père ou un de leurs oncles leur demande de rentrer dans leur foyer, ou de se marier avec quelqu'un, ils vont dire, bon, je ne te fais pas honte, j'y vais quand même, mais après je vais revenir, parce qu'en réalité, ce n'est pas ma vraie décision. Donc, ce n'est pas le s'en sortir vraiment et divorcer vraiment qui est un problème. Le véritable problème, c'est que le mariage précoce et forcé, qu'on appelle aujourd'hui le mariage d'enfants, est une des violences les plus pernicieuses qui soit, parce qu'elle entraîne automatiquement les autres formes de violence. Évidemment, une fille qui se marie précocement et sans que ce soit son choix, subira le viol conjugal. Elle subira aussi les autres formes de violence qui sont les violences physiques, les violences psychologiques, mais pire encore, les violences économiques. Parce qu'évidemment, elle ne va pas terminer ses études, elle ne va pas apprendre un métier, elle sera donc dépendante financièrement. Elle sort du joug de son père pour aller directement chez son époux qui va s'occuper d'elle financièrement. Ce qui fait donc que toute sa vie, elle va être dépendante financièrement. Et qui dit dépendance financière, dit également soumission et vulnérabilité totale. Parce que quand vous dépendez financièrement, en réalité, vous n'avez pas droit à la parole. C'est pour cela qu'il peut décider d'amener une autre épouse, il peut décider de vous répudier. Vous n'avez pas votre mot à dire parce que vous dépendez financièrement toute votre vie de cet homme-là. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous ne terminez pas vos études et tout, et que vous vous mariez et qu'au bout d'un an, de 2 ans ou de 3 ans, il décide qu'il ne veut plus de vous et qu'il vous répudie, vous vous en sortez, c'est-à-dire que c'est parce qu'en réalité, on parle de mariage, mais je dis mariage parce que c'est dans notre contexte à nous. C'est un mariage plus traditionnel et religieux qu'un mariage vraiment civil reconnu par la loi. Puisqu'il y a plusieurs sortes de mariages. Pour qu'un mariage soit reconnu par la loi, évidemment, il faut faire les papiers et tout, et aller faire un acte de mariage devant monsieur le maire. Et pour ça, déjà, ce n'est pas possible de le faire avant 18 ans. Donc, ça veut dire que selon la loi camerounaise, le mariage est interdit avant l'âge de 18 ans. Maintenant, sur le terrain, ils font d'autres sortes de mariages qui ne sont pas du tout reconnus par la loi et qui sont quand même reconnus par la religion ou reconnus par les traditions. Et ça, c'est ça le mariage traditionnel et qui, évidemment, ne donne aucun droit à la femme. Donc, au bout de 2-3 ans, elle est répudiée, elle est chassée simplement. Tout ce qu'elle a comme possibilité, c'est de rentrer chez papa et d'attendre un autre mariage parce qu'elle ne sait rien faire pour gagner de l'argent et être indépendante. Et donc, entre le temps où quand elle retourne chez papa et le temps de trouver notre mari, généralement, les femmes vont se retrouver dans ce qu'on appelle une prostitution informelle. Parce que justement, quand on attend tout, qu'on doit attendre d'avoir 1 euro ou 50 centimes pour acheter un savon parce qu'on ne sait pas gagner 50 centimes, qu'on se retrouve, voilà, on ne peut rien faire. Et puis, en plus, même si on travaille, la pudeur et autres, le code de comportement vous empêchera d'avoir un appartement à vous ou de vivre seul parce que vous êtes une femme. Donc, vous êtes obligé automatiquement soit de vivre chez les parents, soit de vivre chez l'époux. Donc, tout ça fait en sorte que, justement, c'est du système entier qu'il est difficile de sortir. Ce n'est pas forcément du mariage, parce que le mariage, vous pouvez... Moi, je connais une jeune fille, par exemple, de 22 ans, qui a fait 8 mariages et qui en est là en train d'attendre le 9e. Donc, elle a fait 8 répudiations et ça veut dire autant de risques d'attraper aussi le VIH-Sida, etc. Donc, ça arrive, mais pouvoir sortir du système, dire non, je vais être indépendant, je vais commencer à travailler. Bon, déjà, il faut pouvoir travailler, faire quoi? Donc, tout ça, il faut que ce soit une femme qui sait déjà se battre, qui est forte, qui est combative et qui peut le faire. Donc, pouvoir sortir du système, dire non à tout ça et devenir indépendante et pouvoir faire ses propres choix, c'est ça qui est difficile. Ce n'est pas forcément sortir du mariage qui est difficile, en fait. On arrive quasiment à la conclusion de cette rencontre. Une question
qui pourrait conclure cette rencontre posée par le lycée de Châteaudun. Remporter le prix Goncourt des lycéens ainsi que d'autres prix, peut-il porter une certaine pression vis-à-vis des attentes des lecteurs ou des vôtres sur un prochain ouvrage, par exemple? Voilà, Djaïli Amadou Amal, avez-vous la pression maintenant? Un peu quand même, un peu, oui, parce que d'abord, il y a la pression de est-ce que j'ai le temps d'écrire? Il faut que j'écrive vite, donc j'ai cette pression-là. Et puis surtout, il faut que je fasse bien. Là, je vais réfléchir parce qu'avant, je ne réfléchissais pas. Quand j'écrivais un test, il me plaît, moi, je mets un point final et puis le reste, s'en suivra ce que ça en suivra. Oui, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, elle rajoute déjà. Ah elle me dit, il faut que tu penses à travailler ton test. On va publier le test très bientôt. Tu vas prendre ce temps-là pour... Et moi, ça, c'est déjà un facteur très bloquant. Donc, il y a cette pression-là. Il y a cette pression aussi de dire, mais j'ai fait un test que les gens ont tellement aimé, il ne faut pas qu'ils soient dessus pour la prochaine fois et tout ça. Mais bon, je vais quand même essayer de ne pas me mettre la pression parce que sinon, je ne ferai pas un bon test. Bon, voici vos aventures, en tout cas, à travers le monde. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Super. Merci à vous d'être venus parfois de très loin. Merci à vous de nous avoir suivis derrière vos écrans. Et puis merci beaucoup à toutes les deux d'être venues rencontrer les lycéens qui vous ont couronné du prix Goncourt des lycéens 2020. Chez nous, on dit, pour dire au revoir, on dit Kenavo. Alors, Eh bien, merci beaucoup déjà à tous les lycéens qui sont là. D'abord, je suis ravie de rencontrer Madame la Présidente. Je me rappelle exactement de votre visage que je vais d'ailleurs jamais oublier. Merci beaucoup, je suis contente de vous voir en vrai. Et puis, merci à tous les lycéens. Vraiment, merci beaucoup. Ce prix-là, vous ne savez pas à quel point il est important pour moi, il a de la valeur pour moi et il a de la valeur évidemment pour toutes les femmes du Sahel, pour toutes les jeunes filles qu'on voit, les jeunes hommes également et puis pour toutes les petites filles qui pourront évidemment, grâce à ça, je n'ai pas peur ou honte ou j'exagère pas en disant ça parce que voilà, on voit déjà tellement l'impact de ce prix, mais on sait que grâce à ça aussi, ça fera évoluer les choses, ça va changer les choses forcément. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre choix et d'avoir porté le test. Juste un petit mot. Merci à vous aussi de la part de l'éditeur. C'est une maison d'édition indépendante. Et pour nous, c'est une ouverture vers l'avenir extraordinaire. Cela nous permet d'accompagner encore plus ces combats-là. Et ça, c'est miraculeux pour nous. Alors, merci infiniment, vraiment. Merci aux 4 bis de Rennes de nous avoir accueillis. Merci aux partenaires, organisateurs de cette édition des rencontres du Goncourt des lycéens. Kenavo. Alors, ça